Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye un des véhicules les plus attendus du marché puisqu'il a été leader de son segment pendant de nombreuses années. Il s'agit du nouveau Peugeot 3008. 3008 disponible pour commencer dans une version 100% électrique qui s'appelle le i3008 et vous allez voir que si vous avez déjà un 3008, eh bien absolument tout change. Ce qui change pour commencer, c'est l'esthétique radicalement différente de la précédente génération. On a ici ce qu'on appelle un fastback, c'est-à-dire avec l'arrière fuyant. Vous voyez une ligne assez dynamique et surtout une face avant extrêmement expressive avec la nouvelle signature Peugeot, les 3 griffes en feu de jour, une calandre qui prend toute la largeur de la voiture. Outre la recherche d'un design fort, l'aérodynamique a aussi beaucoup compté dans les choix en matière de design. Vous voyez cette calandre ici, elle est totalement fermée sur cette version électrique. On a aussi beaucoup travaillé sur des petits détails, comme par exemple les supports des rétroviseurs pour diminuer encore le CX. Il y a une suppression ici des joints lèche-vitre. Et puis cet arrière fastback permet aussi d'améliorer le CX. Peugeot nous dit avoir obtenu un bon résultat avec 0,28. 0,28 c'est quand même moins bien que le Tesla Y qui lui est à 0,23. Mais vous le savez sans doute, en matière d'aérodynamique, ce qui compte le plus c'est le SCX, c'est-à-dire on prend le CX, donc le coefficient on va dire de fluidité, et on le multiplie par la surface frontale et Peugeot dit être arrivé à une très bonne valeur de 0,75. On va encore reprendre l'exemple du Tesla Y, on est à 0,61, à vous de juger. Personnellement je trouve l'arrière un peu massif. Bon, ça contribue aussi à l'aérodynamique, c'est une grande voiture, hein. Longueur 4 mètres 54, c'est 10 cm de plus que le précédent 3008. On ne voit pas grand chose quand on soulève le capot, je l'ai levé quand même pour vous parler de l'architecture mécanique puisque ce nouveau 3008 inaugure une plateforme totalement inédite qui équipera d'ailleurs les véhicules américains, les gros véhicules américains du groupe, ce qui expliquera en partie le surpoids du véhicule dont on parlera tout à l'heure. C'est une plateforme, alors c'est bizarre parce que Peugeot nous dit c'est une plateforme électrique mais elle est multi-énergie, c'est-à-dire qu'on pourra avoir également des moteurs hybrides qui seront sur ce 3008. En attendant, on essaye la version électrique traction avec un moteur synchrone à aimant permanent qui développe 210 chevaux, alimenté par une batterie qui se trouve dans le sous-bassement de la voiture, une batterie ici d'une capacité de 73 kWh. Ce qui est intéressant, c'est que pour commencer, on va avoir des cellules chinoises d'origine BYD qui sont dans une chimie, alors pour ceux qui sont les grands spécialistes, nickel, manganèse, cobalt 622, mais bientôt ces cellules chinoises seront remplacées par des cellules fabriquées en France. C'est ACC qui les fabriquera et surtout ça va permettre de changer de chimie et de passer sur du NMC 811 plus performant. On gagnera un petit peu en vitesse de charge, on gagnera également en poids avec 40 kg de moins et ça fera une voiture, et là on peut vraiment le faire remarquer, qui sera au final 100% française. Petit détail pas forcément pratique, là on va salir les doigts pour chercher l'ouverture du coffre à l'arrière. Un coffre que Peugeot annonce de la même capacité que sur l'ancien modèle malgré l'augmentation de la taille. 520 litres avec en plus un double plancher qui réserve assez peu de place. Pour l'accès aux places arrière, on remarque que la ligne de toit commence à descendre après en fait la portière, ce qui permet d'accéder à bord sans avoir besoin de baisser la tête, contrairement aux carrosseries coupées. On se dit que avec l'empattement plus long, on aurait beaucoup plus de place à l'arrière. Malheureusement, j'ai l'impression que ça n'est pas le cas, même si ici on a le toit ouvrant panoramique vitré qui donne une belle impression d'espace. Le plus gros progrès de ce nouveau 3008, c'est sans doute la présentation intérieure et la qualité de fabrication qui fait appel à des matériaux nobles et surtout
un style très high-tech que peuvent lui envier beaucoup de ses concurrents. Les assemblages sont excellents, on a des matériaux à la fois originaux et de belle qualité comme le tissu ici, ou encore du vrai aluminium pour ce bandeau là qui en plus est éclairé de façon indirecte. Le gros morceau propre comme au figuré, c'est le large écran de 21 pouces qui est face au conducteur. Ça tranche totalement avec la concurrence qui choisit plutôt des écrans qui sont verticaux. Là c'est horizontal, la partie gauche est tactile comme vous le voyez. La partie droite est paramétrable, on peut choisir son affichage. Ouais, je peux modifier comme ça. Ça reste du high cockpit Peugeot, c'est-à-dire que dans certaines positions du volant, on peut masquer une partie du tableau de bord. Ce qu'on peut considérer comme un progrès, c'est le nom barbare de High Toggle, c'est ça. C'est des petites touches de raccourci qui sont présentes et qu'on peut paramétrer. Vous voyez, je peux demander le mur d'application là, je peux sélectionner les applications que je vais mettre en raccourci ici, par exemple à la place de médiage pour avoir les sièges chauffants. Enfin, c'est assez pratique au quotidien. Dieu soit loué, Peugeot a écouté les automobilistes. Un petit bouton sur les aides à la conduite pour pouvoir les désactiver d'un simple clic. Voilà, c'est fait. Et franchement, ça c'est bien. On peut dire que la console centrale a été réinventée. Vous voyez, elle est aérienne et comporte des boutons physiques. Merci monsieur Peugeot. Un bouton pour le volume de la radio, un bouton pour les modes de conduite et puis des boutons physiques. Il faut cliquer quand même dessus, vous voyez, pour des commandes de ventilation et de chauffage. Et enfin, un support smartphone avec chargeur à induction. Cette console aérienne a permis de placer un vide-poche dont l'ouverture est assez originale avec des prises USB-C. Sur cette finition GT, on a une très belle sellerie en Alcantara qui de plus est confortable, mais Peugeot a décidé de faire des économies un peu partout et donc pas de réglage électrique de base. Le volant reste très compact avec de multiples fonctions. Ça contribue à la sensation de dynamisme de l'auto. En ville, ce petit volant procure une très bonne maniabilité. En plus, on a un diamètre de braquage qui est intéressant. Peugeot a fait un effort pour que la batterie n'empêche pas les roues de se mettre à un angle important et on a un diamètre de braquage de 10,5 mètres. Donc ça permettra, malgré la longueur supérieure de la voiture, de manœuvrer plus facilement qu'avec l'ancien 3008. On a aussi une douceur de conduite qui est remarquable. On peut régler, alors les petites palettes derrière le volant, ça sert à régler la récupération d'énergie. On ne peut pas avoir, vous voyez là je suis au maxi, on ne peut pas avoir de conduite à une seule pédale, mais dans la pratique, moi je trouve ça pas très bien, donc je m'en plaindrai pas. Là on a beaucoup de décélération au lever de pédale, donc on utilisera les freins vraiment que pour s'arrêter. Donc un véhicule, en plus avec la traction électrique, c'est vrai qu'en agglomération, c'est très agréable. On n'est pas trop secoué, malgré les roues de 20 pouces, ce qui est quand même important quand on passe sur des petits raccords. On testera, j'essaierai de trouver des ralentisseurs, ce qui ne devrait pas être difficile parce qu'on est en France, tout à l'heure pour tester ce que ça donne avec des aspérités plus grandes. Sur route, la principale qualité de ce i3008, c'est sa grande douceur de conduite. La suspension fait bien son travail, on n'a pas trop de secousses même quand la route n'est pas mauvaise. Le compromis confort tenue de route est vraiment excellent, même si je pense qu'il est un petit cran en dessous du Volvo EX30 que j'ai essayé il y a une dizaine de jours. On a aussi un véhicule qui est extrêmement lourd, qui fait 2 tonnes 2. Et sur la configuration, on peut sélectionner les modes. On a 3 modes. Sur la configuration normale, on est à 190 chevaux. On sera à 210 chevaux sur la puissance maxi. Tout à l'heure, on essaiera de rouler un petit peu plus vite dans les virages. Et je vous expliquerai pourquoi seulement 210 chevaux. Bon, c'est suffisant pour rouler au quotidien. C'est vrai que c'est plutôt agréable.
mais la voiture n'a pas, on va recomparer encore, le dynamisme d'un Tesla Y quand on appuie sur la pédale d'accélérateur, même si c'est vrai qu'elle est plus confortable. Pourquoi 2 tonnes 2, vous allez me dire? D'abord parce qu'on a 540 kg de batterie, c'est pas négligeable du tout, et surtout parce que la voiture a une plateforme qui est extrêmement lourde, parce qu'elle a été prévue pour les crash tests américains, et parce que ça sera la même plateforme sur des véhicules beaucoup plus gros, en particulier des gros pick-up ou le Peugeot 5008, donc avec des systèmes de suspension qui ont été surdimensionnés. Ça explique ce surcroît de poids par rapport au 3008 précédent. On est quand même, par rapport à une version PureTech, on n'est pas loin de 800 kg de plus. C'est vrai que Peugeot a fait tout de même quelques économies à droite à gauche. On a assez peu de pièces en aluminium, hormis le bac de la batterie. Là encore, si on compare à un Tesla Y, on voit que l'ingénierie Peugeot y est allée, on dira, pour être gentil, un peu plus à l'économie. Ce poids, il va se faire ressentir si on décide d'accélérer un peu le rythme. Alors on va passer en mode sport, ce qui permet d'avoir la pleine puissance. Au passage, je ne sais pas si vous le voyez, ça modifie l'éclairage du tableau de bord. Et là, on a les 210 chevaux et surtout les 345 Nm de couple. Mais on a toujours ces 2 tonnes 2. Et vous voyez, dans les virages, on n'était pas habitué avec un 3008 à avoir la voiture qui se fait embarquer comme ça, malgré quand même des roues généreuses. Là, on comprend pourquoi des roues de 20 pouces. On prend quand même du plaisir au volant, mais ceux qui sont habitués à l'ancien 3008 seront sans doute un peu déçus. On est moins voiture de sport que par le passé. Bon, il faut relativiser, ça reste un gros SUV et c'est pas mal pour un SUV, mais je vais encore comparer au Tesla Y. On n'a pas des accélérations aussi canon. Là, on fait 0 à 100 en 8 secondes 8 sur le mode sport. Et on a un comportement un poil moins sportif. Bon, encore une fois, ce qu'on perd côté dynamisme, on le gagne côté confort. Je suis assez surpris par le niveau sonore, pas forcément d'ailleurs en bien, parce que Peugeot nous a annoncé avoir fait un gros effort sur l'insonorisation de la voiture. On est à 110 km/h. On est à 63,4 décibels de moyenne. Dans l'absolu, c'est pas mauvais, mais je m'attendais, avec le discours qu'on a eu lors de la conférence de presse, à un véhicule encore plus silencieux que ça. Il y a quelques incongruités. Écoutez, carrément un clignotant qui fait un raffut terrible, avec un son qui est assez moche. On dirait les jeux vidéo de mon enfance. Il y aurait peut-être besoin de retravailler pour faire quelque chose d'un peu plus qualitatif. Alors, pour revenir sur les bruits, on a quelques bruits aérodynamiques, voilà, je vais y arriver. Bon, pas de bruit de roulement, mais des bruits aéros. C'est étonnant vu le travail qui a été fait à ce niveau sur la voiture. On est à 130 km/h sur l'autoroute. À noter que la vitesse maxi, c'est 170 km/h, volontairement limité. À 130, on a toujours ces bruits aérodynamiques, mais la voiture reste quand même assez silencieuse. En revanche, la consommation électrique à 130 grimpe en flèche, c'est un peu normal. On est à 26 kWh au 100 km, donc il faut évidemment pas compter sur les 500 km d'autonomie annoncés par le constructeur, ni même sur les 300 sur autoroute, parce qu'à 26 kWh, on les ferait pas. Peugeot est très fier de nous annoncer la meilleure consommation dans sa catégorie, avec, selon le constructeur, une moyenne de 14 kWh au 100 km, uniquement sur de la route. Moi, j'ai réalisé, vous voyez, affiché là, 19,8 kWh au 100 km. On est donc loin du chiffre annoncé par le constructeur.
d'autant qu'on a une température extérieure de 17 degrés, donc on n'a pas besoin de chauffage, pas besoin de clim. D'ailleurs, au passage, la pompe à chaleur est une option qui est quand même facturée 800 € sur la voiture. Voilà, sur l'autoroute, en roulant à 130 km/h parcours qui n'était pas prévu par Peugeot, sans doute pour ne pas mettre en lumière la consommation importante de la voiture, j'ai consommé à 130, 26 kWh. Ça nous fait une moyenne de 23 kWh au 100 km. Comme je vous dis, encore une fois, on est loin des 14 kWh annoncés par le constructeur et surtout, on est moins bien que je vais encore comparer. Vous allez me dire, allez, mais je compare la référence, c'est la voiture la plus vendue dans le monde, la voiture électrique la plus vendue dans le monde, la Tesla Y, qui fait nettement mieux dans des conditions à peu près similaires. Malheureusement, les conditions de l'essai ne nous permettent pas de vider complètement la batterie et puis de tenter de faire une recharge rapide. Donc on va devoir se contenter des chiffres donnés par Peugeot. Alors, pour de la charge en courant alternatif, le i3008 dans cette finition GT accepte tout ce qu'il est possible de trouver jusqu'à du 22 kW comme disponible sur ces bornes-là. Ensuite, pour les longs trajets, vous savez que ce qui compte, c'est évidemment la recharge ultra rapide en courant continu. Et là, Peugeot, avec l'architecture 400 volts, nous dit maximum 160 kW, en précisant quand même que on a deux paliers qui diminuent la puissance de charge ensuite, c'est-à-dire qu'à partir de 50%, on descend à 100 kW de puissance de charge maxi et que ensuite on va encore descendre jusqu'à 60 kW. Là aussi, on va encore comparer au Tesla Y. On a des allures de charge qui sont beaucoup plus rapides et surtout qui sont plus durables dans le temps. Donc ce i3008 sera sans doute moins adapté au grand parcours que son concurrent américain. Est-ce que j'ai été séduit par ce nouveau Peugeot i3008? Eh bien oui et non. Je vous laisserai seul juge pour ce qui est de l'esthétique extérieure. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié l'habitacle avec un design très moderne, avec ce grand écran horizontal qui apporte vraiment quelque chose de nouveau. La lecture est aisée, c'est relativement réactif, la qualité des matériaux est très bonne. J'ai aussi été séduit par le confort. On a un des SUV les plus confortables de son segment. En revanche, ceux qui appréciaient le côté très dynamique de l'ancienne génération de 3008 vont être un petit peu déçus. Il y a 2,2 tonnes sur la balance et ça se ressent. On a un comportement nettement moins incisif qu'auparavant, mais est-ce que c'est ce qu'on demande à un SUV? Sans doute pas. Autre demi-déception, c'est que Peugeot nous annonce plus de 510 km d'autonomie en cycle normalisé. Or, en roulant pas forcément très vite, j'ai consommé aux alentours de 23 kWh au 100 km. Vous vous rendrez bien compte qu'avec 73 kWh de batterie, le compte n'y est pas. On est aussi moins bien en vitesse de charge rapide que certains concurrents, je pense en particulier aux Coréens, puisque pour des raisons économiques, Peugeot a fait le choix d'une architecture en 400 volts et pas en 800 volts. Enfin, on va arriver au nerf de la guerre, le tarif, et on est juste en dessous de la barre fatidique des 47 000 € pour cette version GT, le haut de gamme, à 46 990 €. Mais ce qui emportera peut-être l'achat, c'est que quand les batteries françaises équiperont cette voiture, ça sera le seul véhicule pour l'instant 100% électrique, 100% français.